Bonjour à vous. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'amorçage des plasmas. Nous allons voir ensemble quels sont les mécanismes nécessaires pour créer un plasma et nous verrons qu'il en existe un certain nombre. Tout d'abord, revenons à la définition d'un plasma. C'est un gaz ionisé, c'est-à-dire qu'on y trouve des ions, des électrons, en d'autres mots, des espèces chargées. Pour faire apparaître ces espèces chargées, à partir d'un gaz, il est nécessaire d'apporter de l'énergie. Les atomes et les molécules sont des espèces neutres. Pour ioniser un atome, il faut lui arracher un électron. Mais cette tâche n'est pas facile à faire, car les électrons sont liés au noyau, et ceci à cause de la force électromagnétique qui les lie. Les charges négatives sont attirées vers les charges positives. Donc, pour arracher un électron de son atome, il va falloir y mettre de la force. Et derrière ça se cache le concept d'énergie. En d'autres termes, il va falloir apporter une énergie suffisante pour ioniser l'atome. Mais alors, quel type d'énergie peut-on utiliser pour ioniser ? Eh bien, il en existe plusieurs, et nous allons en voir quelques exemples. Commençons par notre cher Soleil. Cette étoile est un plasma. Et la cause principale d'ionisation est l'énergie thermique, c'est-à-dire que la température du Soleil est si élevée que les atomes se morcellent en ions et en électrons. On observe un phénomène similaire dans les flammes. Si la température est suffisamment grande, alors elle peut apporter l'énergie suffisante pour arracher des électrons à leur atome. Mais comme la température des flammes est très inférieure à celle du Soleil, le degré d'ionisation est moins important que dans le Soleil. Typiquement, au cœur des étoiles, il n'y a aucun électron lié à un noyau, c'est-à-dire que les espèces sont toutes chargées. Alors que dans les flammes, les espèces chargées sont en minorité par rapport aux espèces non ionisées. Pour donner des chiffres, le degré d'ionisation dans une flamme avoisine les 10 puissance moins 9, ce qui veut dire qu'on a un ion pour 1 milliard de particules. Il y a tellement peu d'espèces chargées qu'on pourrait à peine considérer le feu comme un plasma. Prenons un autre exemple, les étoiles filantes. Lorsque la météorite entre dans l'atmosphère, sa vitesse est suffisamment grande pour induire une compression. Cette compression mène à une élévation de la température et va permettre d'ioniser l'environnement proche de la météorite. Dans les trois exemples que nous avons vus, la température est la cause de l'ionisation du gaz. Mais est-il possible d'ioniser autrement ? Prenons l'exemple de la foudre. L'origine de l'ionisation ici est cette fois électrique. Par frottement, les nuages vont créer des charges électriques qui, en s'accumulant, vont générer une différence de tension entre le nuage et la Terre, ce qui va amorcer un éclair. On a alors affaire à ce qu'on appelle une décharge électrique. Pour reproduire des plasmas en laboratoire, nous nous inspirons de ce que nous observons dans la nature, c'est-à-dire nous générons un plasma soit par élévation de la température, soit par décharge électrique. Généralement, le degré d'ionisation des plasmas produits en laboratoire est relativement faible. Le degré d'ionisation est souvent noté alpha et représente le rapport entre la densité électronique et la somme de la densité électronique et de la densité d'espèces non ionisées. Lorsque ce degré est inférieur à 1, la communauté dit qu'on a affaire à un plasma froid. A l'inverse, un plasma est dit chaud lorsque son degré d'ionisation est proche de 1. Je vous ai dit que les éclairs étaient des décharges électriques et que sous l'effet d'une différence de tension, le gaz claque et donne naissance à un plasma. Dans beaucoup de cas, nous utilisons ce principe pour créer des plasmas en laboratoire. Mais comment ça fonctionne ? Prenons une boîte que nous allons remplir d'un gaz. Par exemple de l'argon, car on en rencontre très fréquemment dans les laboratoires. Dans cette boîte, nous plaçons 2 plaques métalliques sur chaque côté. Au niveau d'une des 2 plaques, on impose une tension qu'on va choisir positive dans l'exemple, alors que l'autre plaque est connectée à la masse. Ce sont nos 2 électrodes, et comme le potentiel électrique est différent pour chaque électrode, nous avons une différence de potentiel, ce qui va induire un champ électrique et qui s'exprime E égale moins grade V, où E représente le champ électrique et V le potentiel électrique. Le gradient est orienté des faibles aux grandes valeurs de potentiel, c'est-à-dire de l'électrode de masse à l'électrode positive.
la direction du champ électrique est opposée à la direction du gradient et va de l'électrode positive à l'électrode de masse. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau ces électrodes, mais nous avons affaire à un gaz. Et un gaz, c'est composé d'espèces neutres. Et un champ électrique n'agit que sur des espèces chargées. Alors en quoi ces électrodes vont-elles nous aider à créer un plasma? C'est une bonne remarque. Et il est tout à fait vrai que le champ électrique n'a pas d'impact sur les espèces neutres. Et pourtant, il est possible d'amorcer un plasma avec cette configuration. Je vous ai dit qu'un gaz est composé d'espèces neutres. C'est presque vrai. En réalité, parmi ces espèces neutres, il existe une infime partie d'espèces chargées. Par exemple, dans l'air, il y a 10 puissance 8 électrons libres dans un mètre cube. Nombre à comparer avec 2,5 10 puissance 25 qui représente le nombre de particules neutres dans ce même volume. Lorsqu'on compare 10 puissance 8 à 10 puissance 25, on se rend bien compte que les espèces neutres dominent très largement. Mais cette infime portion d'électrons est primordiale pour amorcer un plasma à partir d'un champ électrique. Revenons à notre exemple. Nous devons maintenant prendre en compte qu'il y a des électrons libres dans le gaz. Supposons qu'on a alors un électron dans notre boîte. Cet électron va être attiré vers l'électrode positive. Durant sa course, il va gagner de l'énergie sous forme de vitesse, c'est-à-dire sous forme d'énergie cinétique. Lorsque cet électron va rencontrer un atome d'argon, si son énergie est suffisante, il va ioniser par collision. Cette collision va libérer un électron et produire un ion. Nous avons maintenant au total 2 électrons. Ces 2 électrons vont être accélérés vers l'électrode positive et vont gagner de l'énergie cinétique. Ces électrons vont collisionner avec des atomes d'argon et libérer de nouveaux électrons. À ce stade, nous avons maintenant 4 électrons. Ces 4 électrons vont de nouveau ioniser des atomes pour avoir au total 8 électrons, et ceci ainsi de suite. L'évolution du nombre d'électrons est exponentielle et va générer ce qu'on appelle une avalanche électronique. Selon les conditions de la décharge, les ions produits auront plus ou moins un rôle à jouer dans l'amorçage du plasma. Mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo où on introduira les différents types de claquage. Dans notre exemple, nous avons supposé que l'électrode possédait une tension positive continue. On aurait très bien pu choisir une tension négative. Cela aurait simplement inversé la direction du champ électrique. Dans notre exemple, nous avions choisi une tension continue, c'est-à-dire qu'elle ne variait pas dans le temps. Mais il est tout à fait possible d'amorcer un plasma avec d'autres types d'excitation électrique. L'utilisation de tensions alternatives périodiques est fréquemment utilisée et la plus commune est de type sinusoïdal. Ce type d'excitation est appelé excitation AC qui signifie en anglais alternative current, en opposition à DC qui veut dire direct current. Il arrive aussi qu'on utilise une tension impulsionnelle, positive ou négative, ou les deux de façon alternative. Ce type d'excitation présente différents avantages, dont celui d'obtenir un plasma seulement lors de la phase d'amorçage. Selon la fréquence d'excitation, le comportement du plasma est différent. C'est pour cette raison que nous classons les plasmas en fonction de leur fréquence d'excitation. Ils peuvent être monocoups, kilohertz, mégahertz ou gigahertz. Nous détaillerons dans une future vidéo l'impact de cette fréquence sur un plasma. Une autre manière d'ioniser que nous n'avons pas encore mentionnée est l'ionisation par radiation. L'énergie d'ionisation d'un atome ou d'une molécule avoisine souvent les 15 électronvolts, ce qui correspond à une longueur d'onde de 100 nanomètres. Cela représente la gamme des UV, des rayons X et des rayons gamma. L'utilisation de ces radiations peuvent ioniser, donc générer un plasma. Mais les sources de radiation dans ces gammes de longueur d'onde ne sont pas très courantes et on les utilise rarement pour amorcer un plasma. Par contre, il est possible d'utiliser des lasers dans la gamme du visible pour produire des plasmas. L'astuce consiste à utiliser un laser et à le focaliser sur une surface. L'interaction du laser avec la cible va entraîner l'arrachage de la matière qui la constitue et cette interaction va induire une élévation de la température qui va ioniser les éléments arrachés et produire un plasma. Ici, l'origine de l'ionisation n'est pas radiative, mais thermique. Donc pour résumer, pour amorcer un plasma, il est nécessaire d'apporter de l'énergie au gaz et cette énergie peut être d'origine thermique, électrique
ou radiative. En laboratoire, nous utilisons principalement l'énergie électrique et thermique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Cette vidéo fait suite à la première vidéo qui définissait les plasmas. Si vous ne l'avez pas visionnée, je vous invite à le faire. Pour l'avenir, nous souhaitons produire plusieurs vidéos à but pédagogique afin d'aider les étudiants, mais également les scientifiques qui souhaitent se former dans le domaine des plasmas froids. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.